Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser la troisième stock du portefeuille de Monish Pabray. Si vous ne connaissez pas Monish Pabray, c'est un investisseur value, qui est très connu notamment aux États-Unis. Notamment, c'est un investisseur value au même titre que Warren Buffett. D'ailleurs, il a été surtout très médiatisé puisqu'il avait payé quasiment plus de 300 millions de dollars pour pouvoir dîner avec Warren Buffett. Donc on va dire qu'il voulait vraiment rencontrer son idole, mais plus que ça, c'est quelqu'un qui a un bon mindset, c'est-à-dire que lui, il a mis quand même sur la table 300 millions pour rencontrer un investisseur d'excellence, peut-être l'un des meilleurs au monde de tous les temps. Et donc du coup, pour lui, ce rendez-vous-là, ce dîner-là, valait les 300 millions. Je ne sais pas vous, mais je pense que beaucoup de personnes, si ce n'est la grande majorité, n'auraient pas été prêts à mettre 300 millions de dollars pour aller déjeuner avec son idole. Évidemment, il avait les moyens, mais en tout cas, ce qui est à saluer, c'est son mindset. Donc, par rapport à son portefeuille, donc là, on va analyser l'entreprise CEXC Console Énergie. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder notamment les analyses qui ont été réalisées sur AMR et ARCH. C'est des analyses que j'ai réalisées précédemment, donc je vous invite à également les regarder. Ça vous permettra notamment de voir si ce sont des investissements qui peuvent vous intéresser. Donc la philosophie de la chaîne Amplitude, c'est vraiment de pouvoir analyser les portfolios des meilleurs investisseurs au monde, en tout cas ceux qui sont considérés comme les meilleurs gestionnaires. Pourquoi? Parce que j'ai la profonde conviction que pour être soi-même un excellent investisseur, il faut s'inspirer des meilleurs, pas forcément de ce qu'ils disent, même si c'est extrêmement intéressant, mais également de ce qu'ils font. Et pour analyser ce qu'ils font, il faut analyser leurs stocks, comprendre quelle a été leur philosophie d'investissement, pourquoi est-ce qu'ils ont investi et surtout si effectivement ça peut vous intéresser, en tout cas vous inspirer de leur style d'investissement. Voilà, donc, alors pour entrer dans le détail, Monish Pabray, donc actuellement, donc ça c'est, on analyse surtout son portefeuille personnel, donc c'est l'analyse qui nous est donnée par le site Value Insider, et on voit que c'est un portefeuille extrêmement condensé, qui contient notamment que 4 stocks, et c'est assez paradoxal par rapport à ce qu'on peut entendre classiquement, où on vous dit que la diversification c'est la clé du succès. Paradoxalement, de ce que j'ai pu observer quand vous analysez des investisseurs value comme Howard Marks, comme Lilou, comme Monish Pabray, ce sont tous des personnes, des grands investisseurs qui vont vous dire l'inverse, qui vont vous dire qu'au contraire, il est préférable d'avoir moins de stocks, avoir un portefeuille concentré et de connaître ses investissements à la perfection. Et Monish Pabray, à titre personnel, il respecte ces fondamentaux-là. Donc après, comment a évolué son portefeuille? Donc c'est vrai que ces 10 dernières années, c'est un portefeuille quand même assez descendant, puisque de son plus haut, il était à plus de 500 millions et c'est descendu jusqu'à 73 millions de dollars. Ce sont des convictions de ce que j'ai compris par rapport à son style d'investissement. C'est un investisseur qui a investi notamment sur plusieurs décennies. Quand vous regardez ces trois stocks, ce sont surtout des actions qui évoluent dans le secteur, on va dire, de la matière première, la métallurgie, la sidérurgie, le pétrole, le gaz, donc des entreprises vraiment on va dire, dont la quantité sur Terre est limitée. Le pari de Monish Pabray, c'est de dire que la technologie, on peut toujours investir dedans, mais les matières premières sont en quantité limitée et c'est la raison qui fait qu'il investit dans ce type d'entreprise. Et là, ce qu'on voit, c'est que son portfolio, si on devait dessiner la trendline, donc elle était baissière sur ces 10 dernières années, là on a cassé la trendline, je ne sais pas si vous essayez de voir un peu, donc là on casse cette dynamique baissière, et là on revient sur un nouveau flux haussier, donc à suivre par rapport à son portefeuille. Donc on va rentrer dans le détail notamment de CEX. Donc CEX, à quoi ça ressemble? Donc l'action, elle ressemble à ça. Euh, donc du coup, quand on observe cette entreprise-là, on voit déjà que c'est une entreprise
qui fait des creux et des sommets ascendants. Donc depuis la période octobre 2020, octobre-novembre 2020, elle n'a été que en croissance. Si on prend, là je suis en monthly. Et donc du coup, le pari de Monish Pabray est actuellement plutôt payant. Donc ça c'est quand même assez positif pour lui. Et donc du coup c'est de voir ensuite est-ce que c'est une stock dont les fondamentaux est également intéressant. Donc on va voir ça maintenant. Donc juste pour que vous puissiez voir un peu ce que fait. Donc là je suis sur leur site internet. Donc en fait, donc vraiment, Consol Énergie, c'est une société déjà publique, producteur, exportateur de charbon thermique. Donc on est vraiment, comme je vous le disais, dans de la matière première brute à quantité limitée sur Terre. Donc c'est vraiment un investisseur, on va dire, global, macroéconomique. Et qui investit sur plusieurs décennies. Personnellement, je recommande en tout cas d'avoir un style personnel. Moi, j'ai un style qui est beaucoup plus, comment dire, qui est sur la durée également. Mais pour moi, le problème, c'est que lorsque on loupe une décennie, certains vous diront oui, mais Monish Pabray investit sur plusieurs décennies, peut-être, mais quand on regarde son portfolio, il n'a été que en décroissance. Et pour moi, ça, sur 10 ans, ça équivaut à avoir tort. Alors après, chacun y fait son opinion, mais il aurait été préférable potentiellement d'investir, si vous regardez le Nasdaq a fait mieux sur ces 10 dernières années, même si on prend en compte la baisse qu'il y a eu à son plus bas dernièrement, clairement, le Nasdaq a quand même, ou même le S&P, on fait mieux. Donc, à mon sens, avoir raison trop tôt, ça équivaut à avoir tort. Après, l'avenir donnera raison certainement à Monish Pabray. En tout cas, ça tient la route de se dire que ces matières premières sont en quantité limitée et donc ça fait sens. Donc c'est une entreprise qui est dans le secteur des charbons. Si on va analyser maintenant cette entreprise, donc là, donc c'est une entreprise avec une capitalisation boursière de 3 milliards actuellement, d'un peu plus de 3 milliards. On voit que ici les ratios de performance en termes de rentabilité, on est plutôt bon. Le ROE, le Return on Equity, est également bon, même très bon. C'est le rendement des capitaux propres, donc on est à 30%. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour 1 dollar de capitaux propres, l'entreprise a la capacité de générer 30 centimes. Donc c'est plutôt positif, c'est même très bien. Donc le calcul, c'est bénéfice net divisé par le montant total des capitaux propres. Et le ROA, pareil, on est sur un ROA positif. Donc là, ça montre la capacité de l'entreprise de vraiment utiliser à bon escient ses actifs. Donc ça nous permet de voir quelque part la qualité de gestion de l'entreprise. Après, quand on descend un peu plus, bon, l'entreprise génère plusieurs milliards, 2 milliards et quelques de chiffre d'affaires, un EBITDA à 690 millions, donc très bien. Une trésorerie plutôt confortable, plutôt correcte, je dirais, et avec une dette totale de 205 millions. Un flux de trésorerie d'exploitation de 575 millions. Quand on regarde un peu l'évolution du chiffre d'affaires sur ces dernières années, on voit que effectivement l'entreprise n'a été que en croissance en termes de CA. Donc ça c'est plutôt positif hein, pour l'entreprise. C'est ce qui explique notamment cette courbe d'accélération qu'on a eue sur ce prix-là. Donc ça c'est plutôt intéressant. Une entreprise, bon bah clairement elle génère des bénéfices d'exploitation, un EBITDA qui est également en croissance. Ok, donc du coup, une baisse au niveau des charges d'intérêt. Donc ça aussi, c'est un point plutôt positif. Moins l'entreprise paye d'intérêt, quand même, mieux c'est. Après, quand on va regarder un peu sur le bilan de l'entreprise, on voit que le total des actifs est resté assez constant. Une baisse des passifs, donc ça c'est plutôt positif également, comme vous pouvez voir là, ici. Donc une baisse des passifs, donc une baisse des passifs montre que c'est ce que doit l'entreprise. Quand on regarde un peu les actifs à court terme, donc là on a la trésorerie. Ok, donc ici, si on regarde, pareil, on voit la valeur comptable. Moi j'aime bien, en fait, la valeur comptable, elle est intéressante à regarder, puisqu'en fait vous avez plusieurs
méthode de calcul pour calculer ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de l'entreprise, ce qui nous permet de voir la corrélation qu'on en fait ou non par rapport au prix de l'action actuelle. Et en fait, le problème avec pas mal de méthodes de calcul qu'on peut retrouver, c'est qu'elles sont quand même très hypothétiques, c'est-à-dire que beaucoup de personnes qui sont dans de l'analyse fondamentale vont vous dire que l'analyse technique c'est du bullshit, que analyser techniquement le graphique c'est des conneries, permettez-moi l'expression. Pourtant, quand vous vous intéressez et que vous creusez la dimension analyse fondamentale, quand on calcule la valeur intrinsèque, en tout cas les méthodes de calcul utilisées traditionnellement incluent quand même beaucoup de variables aléatoires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que typiquement on va projeter les bénéfices futurs qu'on ramène à un taux actualisé actuel, et donc quelque part on ne peut pas prévoir l'avenir non plus par ces méthodes-là, et donc ce qui fait que même l'analyse fondamentale a ses limites. Il y a énormément de choses positives. Typiquement, ce qu'on regarde là, c'est de l'analyse fondamentale, mais il y a quand même beaucoup de variables et elle est prise séparément, elle a ses limites, comme l'analyse technique prise séparément a également ses limites. Donc, à mon sens, c'est vraiment de pouvoir combiner le meilleur des deux mondes et typiquement de faire le type d'analyse que je fais. Donc, en passant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque ça va vous permettre de déjà de monter en compétence potentiellement sur ce type d'analyse et également d'avoir les dernières updates au plus près. Et également de liker, hein, ça permet de soutenir également le travail qui est fourni si vous souhaitez soutenir la chaîne. Donc, pour revenir à le calcul de la valeur intrinsèque, ce qui est intéressant, moi ce que j'aime bien, c'est de regarder la valeur comptable tangible qui nous permet d'avoir une valeur intrinsèque beaucoup plus intéressante. Donc, c'est actif moins passif, actif total moins passif total. Et là, on a une valeur intrinsèque, on va dire immédiat. Évidemment, ça ne prend pas en compte le potentiel de croissance de l'entreprise. Néanmoins, c'est pour ça qu'il faut combiner plusieurs méthodes, mais ça nous donne déjà une valeur intéressante à étudier. Ici, ce qu'on voit sur les actions émises, c'est qu'il y a quand même une baisse du nombre d'actions en circulation. Donc, sans doute que l'entreprise a racheté également ses actions. Donc, ça, c'est très bien pour soutenir le prix. Donc, ça, c'est très très bien ce qui a été fait là. Quand on va regarder les flux de trésorerie sont également intéressants à regarder, puisque par exemple le flux de trésorerie d'exploitation est moins manipulable que le résultat net, ou là où le résultat net, le bénéfice net peut être manipulable, puisqu'il y a quand même les trois grandes masses hein, pour constituer un bénéfice net, c'est ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel. Et donc du coup, les flux de trésorerie sont quand même très intéressants également à étudier. Donc ce qu'on voit par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc effectivement, comme on peut voir ici, hein, l'entreprise a procédé à des rachats d'actions, ce qui explique un flux de trésorerie négatif, puisqu'en grande partie, ça a permis de racheter des actions, ce qu'elle a fait là en 2023. Donc ça, c'est également très bien pour soutenir le prix. Donc ce qu'on voit là, il y a pas mal de critères positifs de l'entreprise. Après, si on va regarder un peu également d'autres éléments, hop, je voudrais vous montrer. Tac, tac, tac. Alors, hop, tac, tac, tac. Est-ce que je peux le faire ici? Je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc ici, si on est sur Guru Focus, Guru Focus met une notation de console énergie de 85 sur 100, donc ce qui est plutôt une bonne notation. Après, ce qu'on peut voir ici par rapport à l'évaluation que Guru Focus fait de cette entreprise-là, c'est qu'elle estime que pour l'instant, actuellement, elle est quand même surévaluée, ce qui est quand même compréhensible étant donné le mouvement qu'on a eu. Hein, si on reprend le mouvement, depuis à son plus bas jusqu'à là, on a eu quand même plus de 3000% de croissance. Donc là, potentiellement, le prix on est plus dans des zones, à mon sens, effectivement, de prise de profit. Effectivement, si vous êtes contrariant, ça aurait été d'investir ici. Et là, après, c'est vraiment d'être plutôt dans une phase de prise de profit.
Mais quand on étudiait quand même pour jusqu'au bout, donc effectivement, une très bonne solidité financière, une bonne rentabilité. Bon, après le reste, c'est très subjectif sur le rang de valeur de Guru Focus. Si on va au niveau, là on voit que tout est positif quasiment. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, si on regarde un peu les gourous, qu'est-ce qu'ils font? Donc effectivement, on voit que eux réduisent leur position, ce qui est quand même assez logique, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On est dans des phases plutôt de prise de profit et moins d'investissement. Donc du coup, effectivement, c'est quand même des zones où, à mon sens, il peut être dangereux d'investir. Par exemple, typiquement, si on trace cette résistance, comme vous pouvez voir, le prix a buté à plusieurs fois à ces niveaux-là. Moi, personnellement, rentrer sur cette action ne m'intéresse pas. Il aurait été judicieux d'investir ici, mais là, même si on break, ça va pas spécialement m'intéresser. Donc, où est-ce qu'on en est actuellement si je devais rentrer moi personnellement pour vous donner quand même des objectifs? Si à un moment donné ou un autre, cette entreprise peut vous intéresser. Donc, où on en est si on prend le plus bas jusqu'au plus haut de tout le mouvement. Alors moi personnellement, après, on n'y reviendra peut-être jamais, clairement. Hein, et dans ce cas-là, c'est pas grave. Moi, je vais dans ce cas-là aller voir ailleurs. C'est pas grave, des stocks, des actions, il y en a beaucoup et donc du coup, ça me pose pas de problème en soi. Donc ici, ça sera potentiellement une première zone qui correspond notamment à cette résistance-là, ce support-là. Donc effectivement, si le prix revient à ces niveaux-là, bon bah potentiellement je commencerai à y réfléchir. Et la deuxième zone où là vraiment ça m'intéresserait, hein, personnellement je serais très intéressé d'y rentrer, ça sera ici. Donc ça signifie quand même une baisse par rapport à là où on en est euh, à ces niveaux-là de moins 56% et d'aller chercher du moins 73%. Est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, si on ne revient pas sur ces prix, bah, c'est pas grave. Et auquel cas, bon, bah, faut être patient, hein, il faut chasser ailleurs. Typiquement, je fais aussi des analyses des stocks que moi je prends. Donc vous pouvez regarder la vidéo, ça ne veut pas dire que vous devez investir, mais ça peut vous donner potentiellement aussi des idées ou pas, peu importe. Juste pour voir un peu les objectifs, si là on devait breaker, si on prend cette dynamique-là, AB est égal à CD, les personnes qui sont que dans l'analyse fondamentale vont vous dire que ce que je suis en train de faire, c'est des conneries, mais pour vous montrer que pas forcément, si on prend cet exemple par rapport au mouvement qui a été fait, par exemple, vous auriez été là, vous arrivez ici, vous dites, tiens, quel objectif je peux donner? Bah, typiquement, si vous prenez le plus bas qui a été fait là, on est parfaitement venu chercher ces niveaux-là. Du plus bas ici jusqu'ici, si je me mets en weekly pour que vous puissiez bien voir, si on a pris ces mouvements-là, bah, typiquement, on est exactement arrivé à ces niveaux de prix. Donc si on devait reproduire la même chose, donc c'est pour ça que les personnes qui vous disent euh, l'analyse technique c'est du bullshit, c'est peut-être du bullshit, mais ça fonctionne. Donc pour moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc je pense qu'il fonctionne. Évidemment, l'analyse technique seule, ben, c'est quand même assez risqué, donc c'est bien de le combiner aussi à de l'analyse fondamentale. Donc encore une fois, de prendre le meilleur des deux mondes. Donc si de nouveau AB égale à CD, on va chercher cette zone-là. Le problème que si vous rentrez ici et qu'on break, parce qu'il faut le faire quand même, c'est entre guillemets que 25%. C'est pas la folie, c'est pas la joie non plus. À mon avis, c'est une stock qui est beaucoup plus risquée que de rendement qu'elle ne peut opérer. Comme disait euh, Warren Buffett et également son mentor, là c'est Benjamin Graham, la marge de sécurité, elle est vraiment pas bonne. Ici, la marge de sécurité, on pourrait dire qu'elle est plutôt confortable. Ici, on ne l'est pas du tout, hein, comme on a pu voir tout à l'heure, même sur le site Guru Focus. Guru Focus, même le site en lui-même, nous indique qu'on a des zones de surchauffe et que c'est vraiment pas le moment d'investir. Néanmoins, c'est toujours intéressant de voir ce que fait Monish Pabray parce que c'est potentiellement un investisseur quand même de renom intéressant à suivre. Donc à mon sens, c'est bien aussi de voir qu'est-ce qu'il fait lui. Et donc du coup, ça
permet aussi de voir son investissement. Si on essaie de regarder un peu quand est-ce que lui il est rentré, par exemple si je me mets est-ce qu'en Q3 2023, est-ce qu'il y était déjà? Il y était déjà, donc faut redescendre un peu plus bas. Si je vais en Q1 2023, est-ce qu'il avait fait son positionnement? Non. Q2 2023, oui. Donc lui, Monish Pabret s'était positionné. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, c'était son portfolio était à ce moment-là à 73 millions. Donc ici, euh, donc il avait pris CEX. Donc c'était Q2 2023. Donc si on regarde Q2 2023, c'était où? Q2 2023, on était là. Donc ça c'est pas mal. Donc effectivement en position d'entrée, il était plutôt confortable. C'est-à-dire que après Monish Pabret, le fait de le prendre là, c'est-à-dire si vous, juste pour que vous puissiez voir, si vous investissez, je vais enlever un peu tout ça pour redécharger un peu le graphique. Hop. Si vous investissez, donc Monish Pabret, lui, il s'est positionné quelque part par là. Donc au deuxième trimestre 2023. Donc ça reste quand même une position qui lui a offert mais donc du 87%, c'est pas dégueulasse, c'est même très bien. Néanmoins, ici, on est sur de la suivi de tendance. On n'est plus vraiment vraiment un investisseur contrariant. Si vous étiez contrariant, un investisseur contrariant dans sa pure définition, ça serait plutôt ça. C'est plutôt que les personnes qui ont investi dans cette zone-là, eux, ils ont investi là où plus personne n'y croyait. Donc à 2 dollars, quand on est sur des prix à 100 dollars, on est tout sauf contrariant, hein, même. Donc à mon sens, ici, c'était très bien le move qu'il a fait. On ne pouvait pas faire mieux, en tout cas sur cette échelle-là. Donc ça, c'est très bien pour lui. Maintenant, ici, encore une fois, on est dans des zones de surchauffe. Et moi, en tout cas, si je devais investir, j'attendrais cette zone-là ou bien cette zone-là. Si le marché ne me l'offre pas, bah, c'est pas grave, j'irai chasser ailleurs. Voilà, donc c'était pour faire une analyse un peu du portefeuille de Monish Pabret. C'est un investisseur que j'apprécie beaucoup pour sa philosophie, pour son état d'esprit et également sa sagesse qu'il nous partage. Je vous invite à regarder également ses travaux. C'est quelqu'un de très intéressant qui a écrit le livre The Dondo Investisseur et donc du coup qui parle beaucoup de patience. Donc l'investisseur long terme, donc effectivement il faut beaucoup de patience. L'important après c'est de connaître votre propre style, mais si vous êtes un peu comme moi, beaucoup plus investisseur, beaucoup plus, et moins day trading, donc cette chaîne elle est pour vous. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, moi je serais ravi de continuer à vous partager tout ça. Donc je le fais avec grand plaisir. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ferai la dernière analyse prochainement de HCC. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça récompense le travail fourni. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.